On m'a confié la tâche d'ouvrir nos travaux de la journée. Nous serons filmés toute la journée et c'est un des constats que nous faisons du travail de l'Institut La Boétie, c'est que les vidéos sont extrêmement partagées et chacune de nos séances remplit bien la fonction d'éducation collective que nous attendons d'elle. À un niveau bon, qu'on a choisi tous, hein, on devine que si on participe à des réunions savantes, c'est pour apprendre, je fais comme vous. Chaque fois qu'on me demande ou de préparer ou de m'impliquer dans un des débats, et c'est le cas aujourd'hui. Les grands travaux, grands projets, grands chantiers inutiles sont entrés dans la vie des militants, notamment insoumis, depuis une dizaine d'années, progressivement, de manière de plus en plus intense, et assumés consciemment comme étant des phases particulières de lutte collective. Et c'est ce dont je vais dire quelques mots. Que ce soit la 69, le Lyon-Turin, euh, qu'est-ce que j'ai mis dans ma liste? La poubelle nucléaire de Bure, l'affaire Stocamine, la piscine olympique d'Aubervilliers récemment, ou bien Europa City. Ce sont des batailles dans lesquelles les femmes et hommes insoumis sont engagés et donc ils participent de la formation de leur conscience militante, mais aussi du discours qu'ils portent sur la période du capitalisme dans laquelle nous vivons. Auparavant, il y avait eu une certaine implication dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui avait soulevé toute une série de difficultés, de réflexions sur la tactique et les stratégies à appliquer, c'est-à-dire comment faire de cette lutte en même temps une lutte civique. Vous vous rappelez sans doute de l'épisode du référendum, qui devait en réalité voter, était-ce la région, était-ce... Et toutes ces questions qui peuvent paraître dérisoires à des observateurs superficiels, en réalité sont des questions de fond qui interpellent le contenu profond de la lutte, qui a des caractéristiques que je vais essayer de, pas de définir, quelle prétention, mais disons de situer dans mon propos. Il y avait eu évidemment l'épisode de Sivens, terrifiant, puisque ça s'est quand même terminé par un mort, et d'autres de cette nature. Alors, pour aborder le sujet tel que je le vois depuis mon balcon, et c'est ce qu'on va faire toute la journée, merci aux intellectuels qui acceptent de nous présenter le résultat de leurs travaux, de leurs réflexions, parce que c'est eux qui vont nous permettre de faire des pas de géant dans la compréhension. Pour ma part, je me réfère à mes propres travaux, je pense que vous le comprendrez, et à la théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne, telle que, en particulier, j'ai eu l'occasion de la reformuler dans le livre que je viens de faire paraître, qui s'appelle, d'une manière très commerciale, Faites mieux, mais qui est une nouvelle formulation plus précise, plus complète de cette théorie. Elle postule elle établit, elle démontre que chaque mode de production crée son espace-temps. Et ce qui est un concept assez facile à comprendre quand on parle d'un mode de production, par exemple, dominé par l'agriculture. Tout le monde sait que l'espace-temps de ce mode de production, c'est les saisons et la place qu'occupe la planète en tournant autour du Soleil. Et que cet ordre des choses va produire un ordre social, va produire un ordre culturel et un rythme social et culturel. Alors, l'exemple que je prends le plus souvent, c'est celui de l'Égypte antique, parce que c'est la levée de l'étoile de Sirius qui définit la fonction du pharaon prêtre, et ainsi de suite. Et quand l'étoile se lève, alors la crue a lieu, alors les terres s'étendent, alors le fisc passe pour remesurer les terres, et il y a différentes fêtes qui correspondent aux étapes de l'agriculture. Donc, un mode de production produit un espace-temps. Dans le capitalisme de notre époque, il y a un espace-temps, mais la différence avec l'espace-temps agricole, c'est que l'espace-temps capitaliste est produit par le capitalisme lui-même. Comme il a produit la forme des villes, comme il produit la forme de toute l'organisation sociale humaine, il produit son propre espace-temps. Et cet espace-temps, au fond, de quoi est-il composé? Des rythmes qu'il contient. Et le rythme fondamental de l'espace-temps capitaliste, c'est la rotation du capital en vue de l'accumulation, processus qui doit sans cesse accélérer pour que le système continue à produire ses effets bénéfiques pour ceux qui le dominent, c'est-à-dire l'accumulation. Il va de soi que dans ces conditions, la tendance, la pente générale, c'est ce qu'on va appeler l'accélération du temps, ou qui va être l'élévation de la fréquence
d'élévation des fréquences que contient le capitalisme en direction du temps zéro, qui est le temps de la circulation de l'argent lui-même. Ce temps zéro, nous pouvons l'observer, par exemple, dans les délais de possession d'une action. Elle était il y a une trentaine d'années, de 6 mois, 7 mois, 8 mois. Autrefois, ça a été jusqu'à 6 ans. Aujourd'hui, le temps moyen, si l'on inclut le trading à haute fréquence, c'est 22 secondes. Et tous les rythmes sociaux, tous les rythmes culturels tendent à s'aligner sur le rythme dominant. Alors, pour prendre une figure éloignée de notre vie quotidienne, la figure du cinéma, si vous regardez les raccourcissements des plans de télévision ou des plans de films, vous passez de la période du temps long du muet à un raccourcissement qui fait une scène, une situation au cinéma dure rarement plus de quelques secondes. Et si ce temps-là s'étend, on a la perception d'une lenteur, des fois qu'on n'apprécie pas. Et toute notre vie est remplie d'une exigence de fluidité et d'accélération des rythmes. Nous-mêmes, nous sommes conditionnés dans notre vie quotidienne par des rythmes que vous connaissez tous, qui vous mettent en contact avec le choc des rythmes, c'est-à-dire le fait quand ils ne coïncident pas, ne vous demandez pas à qui ça profite. Il y a toujours un rythme dominant, comme il y a toujours un temps dominant, et c'est toujours celui de la production, de l'organisation de l'environnement de la production et de son accélération. Dès lors, c'est dans ce contexte que nous pouvons interpréter fondamentalement la nature des grands projets inutiles, car en vérité, ils sont inutiles d'un certain point de vue, mais ils sont extrêmement utiles d'un autre. Et du point de vue du bien-être, du bien commun, il y a inutilité. Du point de vue de l'accumulation du capital, il y a une utilité absolue. Une double utilité. Premièrement, la contribution à la formation de l'espace-temps capitaliste, et de l'autre côté, le fait que l'État est mis au service d'intérêts privés, déverse des sommes considérables pour faire des investissements qui permettent une accumulation sans objet. Percer un tunnel comme le Lyon-Turin n'a pratiquement aucun objet concret puisque la ligne existe à côté et qu'il suffirait de la faire fonctionner autrement, mais c'est l'occasion d'une accumulation extraordinaire, parce que comme vous le savez, dans le PIB, ensuite on est très content du résultat, creuser un trou et le reboucher, c'est toujours augmenter le PIB. Dès lors, creuser un tunnel, c'est augmenter le PIB, c'est surtout déverser des sommes considérables qui n'ont pas d'objet d'utilité publique au sens de public. Alors donc, en partant de cette idée de l'espace-temps, de la vitesse de rotation du capital et surtout de sa structuration matérielle, car l'espace-temps social capitaliste a une forme matérielle. Ce sont les réseaux qui contribuent à l'accélération des flux. Et nous, comme individus, nous sommes de bons soldats de l'accélération du temps. C'est-à-dire que nous obéissons aux machines qui nous donnent des ordres. Par exemple, nous allons à la gare du Nord, nous nous mettons en file en tâchant de nous mettre dans la file qui va le plus vite pour passer le plus vite possible dans la machine. Mais c'est la machine qui commande. N'ayez pas la naïveté de croire que c'est pour vous. De la même manière, si vous allez à la tirette chercher des sous, vous allez appuyer sur les boutons que la machine vous indique sur lesquels vous devez appuyer. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que les flux sont une méthode d'éducation collective et nous sommes tous des bons soldats des flux. Nous faisons ce qu'il faut pour que le flux soit le plus fluide possible. Je donne cet exemple parce que c'est l'exemple ultime qui nous permet de nous rappeler que la culture d'une époque est le plus souvent la somme des modes d'emploi de l'époque considérée. Alors, ça, c'est l'aspect cadre général. Ensuite, caractéristiques communes, je me suis penché sur les travaux de quelques-uns de ceux qui vont s'exprimer aujourd'hui pour essayer de discerner quelles sont ces caractéristiques communes, mais je les ai observées aussi du point de vue du militant politique que je suis, davantage que comme sociologue, comme ethnologue. Alors, la première caractéristique que je vois, c'est qu'à chaque fois, il s'agit de la colonisation d'un bien commun. C'est-à-dire, on part d'un res nullus, l'eau, l'air, pas la terre, mais les trois dimensions qui sont en général accaparées par le grand projet inutile, c'est un bien commun. Et ce bien commun est colonisé par le capital. Colonisé, c'est-à-dire qu'on lui impose une raison d'être extérieure à lui-même. Une rivière, une nappe phréatique n'a pas, pour son propre développement, besoin des grands travaux en question. Donc le grand projet soumet, colonise en fait, un bien commun, l'approprie à, non pas à tout le monde, mais au capital. Ça, c'est la première dimension. Un espace qui est soumis à un intérêt extérieur qui le
C'est ça la conclusion. Quand on parle de la terre cultivée, le paysan exploite la terre, mais doit reproduire l'outil de travail en même temps. Donc il ne peut pas l'appauvrir. Il s'arrange pour qu'elle soit toujours améliorée. En tout cas, il a fait ça pendant des millénaires. La différence, c'est qu'un grand projet dénature le bien commun qu'il touche. Par exemple, si on construit un grand entrepôt pour pouvoir organiser une circulation plus rapide des marchandises en entrepôt Amazon ou autre, il est clair que la terre recouverte de béton, elle ne produira jamais plus rien sur le plan agricole et elle est donc dénaturée, c'est-à-dire sortir du cadre dans lequel elle fonctionne en tant que terre, hein, c'est-à-dire lieu où s'accumulent les débris végétaux pour former une entité qui s'appelle la terre. De la même manière pour l'eau, c'est-à-dire qu'une fois que ça va avoir lieu, l'eau va être pourrie, inutilisable en tant qu'eau, pour autre chose peut-être, par exemple comme matière première pour une entreprise de nettoyage de l'eau, ça oui, mais en tant que produit directement accessible, c'est terminé. Et ainsi de suite, je pourrais multiplier. Pareil, l'air ne sera jamais dépollué autrement que par une action et il est définitivement dénaturé quand on l'a pourri par un excès de pollution par les gaz qu'on y déverse. Ensuite, ça c'est la première caractéristique que j'ai observée, c'est-à-dire que du point de vue des rapports sociaux, le bien commun qui est d'abord là en tant que bien commun, en tant que res nullus, est approprié et dénaturé, soustrait à la communauté humaine. Le deuxième élément, c'est que le grand projet inutile fait prévaloir aucune décision du capital ne se présente jamais comme autre chose que comme une décision évidente, comme quelque chose qui va de soi, qui est une nécessité. Par exemple, gagner du temps. Et beaucoup de gens adhèrent à l'idée qu'il faut gagner du temps, sans que le rapport critique au temps ne leur vienne spontanément à l'esprit. Mais ils pensent gagner du temps. En réalité, ce qu'ils essayent de faire, c'est une synchronie des rythmes. Vous voulez gagner du temps pour que le rythme de votre existence corresponde à celui des structures qui vous sont imposées. Gagner du temps pour aller chercher dans de meilleures conditions vos gamins à la sortie de l'école. Gagner du temps, c'est-à-dire passer moins de temps dans les transports de toute nature entre deux activités, faire ses courses et ensuite les ranger à la maison, les utiliser, etc., etc. Ce qu'on appelle le gain de temps, en réalité, est une fuite éperdue des individus dans la tentative d'obtenir de la synchronie des temps sociaux dans lesquels ils sont impliqués. Si on pense la vie et l'organisation de la vie de la société comme une juxtaposition de rythme, on comprend mieux ce que vend le capital. Il vend l'apparence d'un gain de temps, donc d'une synchronie gagnée. Évidemment, il n'y en a pas. Dans l'A69, vous partez du point de départ et vous n'avez pas d'autre solution que d'aller au point d'arrivée parce qu'il n'y a pas de sortie en cours de route. Par conséquent, il n'est même pas sûr que vous gagnez de la synchronie. Et puis, on vous vend ensuite l'idée que le temps, c'est de l'argent. Alors, d'une certaine manière, oui, ça en est, mais pour le capital, pas forcément pour vous. Et le capital, lui, ne s'occupe pas de gagner de l'argent avec le temps, il s'occupe d'une vieille formule que vous connaissez peut-être, qui est de dire vaincre l'espace par le temps. Et par exemple, dans la mondialisation capitaliste, c'est une répartition à l'échelle de la planète de la production et des compartiments de la production. Leur problème n'est pas de gagner du temps dans le transport, je tiens à la formule d'un grand transporteur français, enfin franco-albanais, non albanais, libanais, pardon, qui disait, nous on s'en fout, on n'a pas besoin de bateaux qui aillent plus vite. On a juste besoin qu'ils arrivent à temps, c'est-à-dire au moment où la production en a besoin. Et donc, toute leur affaire est de précisément domestiquer, coloniser le temps collectif depuis celui qui produit les boulons et celui qui produit les pâtes vis, et faire en sorte que l'un arrive chez l'autre au bon moment. Je prends un exemple déplorable qui vous montre que je n'y connais rien, ni au vis, ni à la production de vis, mais tout le monde comprend l'idée que j'essaye d'avancer devant tout le monde. Alors, ça m'amène à une autre idée, c'est que le capital vend des besoins que le penseur, notre camarade Razmik Choyan, a appelé les besoins artificiels. Alors, bon, pour ne pas lui voler son œuvre ni parler à sa place, moi je les appelle besoins superficiels. L'idée étant que dans l'existence, nous rencontrons des besoins essentiels. Et bon, on ne peut pas les contourner. Il nous faut boire, il nous faut manger, il nous faut dormir, et ainsi de suite. Il y en a 4-5 comme ça. Et il y a des besoins qui sont fabriqués. Et il est dans la logique du capital de créer sans cesse des besoins, parce que la simple satisfaction des besoins essentiels ne lui suffirait pas, quand bien même il le sophistique. Bon, on trouve dans Marx une description qui, je crois, est assez symbolique. Il dit
celui dont l'appétit est satisfait par de la nourriture consommée avec des couverts dans une assiette, donc avec des verres, etc., et celui qui doit déchirer de la chair crue avec des ongles, l'appétit n'est pas satisfait de la même manière, et il est possible que, en dehors de la relation culturelle que supposent des couverts, vous ne soyez pas du tout nourri, ce qui donne souvent l'impression, quand on grignote, on peut absorber des quantités supérieures à ce qu'on doit absorber pour un repas, mais comme c'est fait dans les conditions du grignotage, nous avons le sentiment d'avoir grignoté, pas de s'être nourri. Et ainsi de suite. Tous nos comportements dépendent d'une transition entre des besoins essentiels et la forme sociale et culturelle dans lesquelles ils s'accomplissent à l'époque considérée. Ça change à chaque époque. Bon, ça c'est l'histoire. Marx dit le premier besoin satisfait modifie son accomplissement à la fois d'après, et il dit et ceci est le premier fait historique. Bon, euh, je pense que ça contient une vérité qui est toujours à l'œuvre. Donc, être livré plus rapidement pour acheter des marchandises qu'on a choisies sur un site fait partie de ce qu'on peut appeler des besoins superficiels, parce que souvent, ce que nous allons acquérir n'est pas essentiel. J'ai préféré essentiel à artificiel, parce que le mot artificiel suppose que quelque chose en nous pourrait ne pas être artificiel. Et il se trouve que quand on y réfléchit, ce n'est pas une critique que je fais de ce distinguo, quand on y réfléchit, eh bien, qu'est-ce qui n'est pas artificiel dans la vie d'un être humain? En définitive, notamment les humanistes, l'humaniste ne se confond pas avec humanitaire. Hein. L'humaniste considère que l'homme, la femme, est son propre auteur. C'est ce qui va nous distinguer, c'est pourquoi, et dans total respect pour la foi religieuse, aucune religion n'est un humanisme. L'humanisme est par nécessité une autoconstruction libre de créateurs et libre de... Alors après, ça n'empêche pas les gens de s'autoconstruire autour de règles morales, religieuses qu'ils ont choisies librement. Mais cette autoconstruction nous montre que à peu près tout ce que nous faisons est à la portée d'une modification par la publicité, par la culture, par toutes ces injonctions extérieures qui nous font penser que oui, c'est ça qu'on veut et rien d'autre. Et à la fin, évidemment, nous avons la bêtise de croire que les machines performantes nous proposent des choses qui nous conviennent comme si c'était juste pour nous et que la machine avait réfléchi à savoir qu'est-ce qui nous plaît à nous. Hein. Pas du tout, elle fait des moyennes car les êtres humains sont terriblement banals. Et en moyenne, ils veulent souvent les mêmes choses tout simplement parce qu'ils vivent à la même époque. Et donc, leur choix se limite à 4 ou 5 figures. Tout ça, c'est besoin, cette contradiction besoin artificiel, pardon, besoin essentiel, besoin superficiel, participe de la logique du grand projet inutile qui est toujours vendu comme accomplissant un besoin qui paraît indépassable. Donc ça, c'est les deux caractéristiques que pour ma part je vois, et en constatant à la fin une mise en scène des besoins dévoyés que personne n'avait formulés jusque-là. Alors, on croit satisfaire un besoin, en réalité, on satisfait une exigence qui est celle du capital et pas d'un besoin personnel. J'ai pris l'exemple de A69 pour résumer cette idée, avec l'idée qu'on y gagnerait du temps, et que le temps étant de l'argent, il est normal que ça nous coûte. Fondamentalement, le grand projet inutile n'est utile qu'à l'accumulation, et il est toujours un moment d'asservissement de l'État, c'est-à-dire de la machine de la République, du bien commun, de la chose publique au service d'intérêts privés. Alors on peut dire, faut le démontrer. Moi, je demande l'inverse. C'est-à-dire, quand il y a un grand projet, qu'on nous démontre qu'il est fait pour le bien de chacun, plutôt que de nous demander, nous, sans arrêt, pour qu'on démontre que ce n'est pas fait pour le bien particulier du capital. Si l'on y réfléchit, il n'y a pas d'exemple où un quelconque de ces grands projets satisfait un besoin essentiel de la population. Il n'y a pas un exemple où un grand projet n'est pas une colonisation d'un bien commun. C'est toujours ces caractéristiques-là, et ces caractéristiques-là sont toujours des caractéristiques marquées par la domination. Alors maintenant, quelques mots pour aller vers ma conclusion sur la nature des luttes. Les luttes contre les biens communs contre les grands projets inutiles sont des luttes typiques, caractéristiques du processus que j'appelle la révolution citoyenne. Alors, pour faire bref, en quoi est-ce révolutionnaire? Parce que la lutte met en cause le droit de propriété, qui prétend à chaque fois être le droit supérieur. De quoi vous vous mêlez, ça ne vous appartient pas. Puisque ce n'est pas à vous, pourquoi vous venez vous en mêler? La loi, la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme garantit la propriété privée.
Et donc, la propriété privée, comme vous le savez, le droit d'user et d'abuser, hein, uti et abouti, bon, on n'abuse pas longtemps, y compris dans le capitalisme, si on abuse vraiment, mais c'est quand même la caractéristique. En ce sens, les luttes contre les grands projets inutiles, par définition, comme par leur objet, par la manière dont elles se déroulent et par ce qu'elles mettent en cause, sont des luttes anticapitalistes. Elles sont, de ce point de vue, prototypiquement des luttes qui font le lien entre l'anticapitalisme, le refus du capitalisme comme mode de production, et l'exigence, l'impératif écologique. Il me paraît que c'est un point à souligner parce que, pardon, sans être trop politique, c'est un des sujets qui se posent aujourd'hui sur la scène publique, de savoir s'il existe des luttes écologiques qui ne soient pas des luttes anticapitalistes et si dans ce domaine des compromis sont possibles. Pour ma part, je pense que non. Je pense que toute lutte écologique est une lutte anticapitaliste. Alors ça, c'est une caractéristique qui n'est pas une caractéristique résultante abstraite. Elle est présente dans la conscience de ceux qui luttent, car on doit le rappeler, ce sont des êtres humains qui luttent. Et ces êtres humains sont équipés d'un cerveau qui fait qu'ils pensent à ce qu'ils sont en train de faire. Et la lutte elle-même, les éduque à une dimension qui est celle de la conflictualité, c'est-à-dire c'est le conflit qui change l'ordre des choses, le consensus ne peut que le reproduire indéfiniment. Et même quand il y a un consensus sur une idée révolutionnaire, ça transite par la conflictualité. Je m'excuse de vous infliger ça, mais comme on m'a souvent fait le reproche de cette idée qui quand même remonte tout simplement et bêtement au début même du mouvement ouvrier, qui a toujours pensé que c'était la lutte qui créait la conscience, je suis très étonné aujourd'hui, mais je le comprends, qu'on me reproche la stratégie de la conflictualité, parce qu'en réalité, on me reproche le conflit lui-même, et je n'y suis pour rien, je suis obligé de le dire, la lutte de classe se déroule sans moi, et sans aucun d'entre nous, elle a lieu mécaniquement, de même que la gravitation universelle ne dépend d'aucun d'entre nous. C'est une caractéristique du réel social. Ce sont donc des luttes révolutionnaires et ce sont des luttes citoyennes. Alors pourquoi citoyennes? Là encore, il faut que les mots parlent vraiment. Bon, de même que humaniste ne veut pas dire humanitaire, eh bien, citoyen ne veut pas dire civil. Ça veut dire que ne pas jeter de papier par terre, c'est pas vraiment citoyen, c'est civil. Mais la citoyenneté ne veut dire qu'une chose, c'est le pouvoir. Évidemment, le pouvoir de prendre en compte le bien commun. Le citoyen pratique la vertu, c'est-à-dire qu'il considère que du point de vue du citoyen est bon pour lui ce qui est bon pour tous. Donc il y a quand même quelques règles, pardon, ça peut passer pour le rabâchage d'un vieux catéchisme, mais il apparaît que des fois il faut le faire pour qu'on se rappelle de quoi on parle. Donc une lutte citoyenne, c'est une lutte qui cherche à exercer le pouvoir. Et l'exercice du pouvoir dans les phases de révolution citoyenne sont en réalité des luttes pour le contrôle. Le pouvoir se confond avec le contrôle. Alors, bon, il y a 1000 manières d'organiser le pouvoir, nous en sommes tous d'accord, mais là, puisque je parle de révolution citoyenne, c'est pourquoi j'ai été conduit à dire que dans la lutte contre un grand projet inutile, l'objet essentiel est le contrôle. Le contrôle de quoi? Du bien commun. Par conséquent, immédiatement, la lutte contre les grands projets inutiles intègre une dimension et révolutionnaire et citoyenne qui met en scène l'existence de biens communs et d'une société humaine ayant des droits en tant que société. C'est pourquoi la lutte est une lutte républicaine, au sens de res public, la chose qui appartient à tout le monde, pas au sens particulier de telle ou telle république, hein, on se comprend. Donc elle est révolutionnaire, elle est citoyenne, elle est républicaine. Et elle se situe et elle a un dernier caractère, c'est que par définition, un de plus que je vais citer maintenant, c'est que ce sont des luttes collectivistes, c'est-à-dire qui ont pour objet, qui ont pour méthode l'action collective, qui ont pour objet un intérêt collectif et qui ont pour finalité l'instauration du collectivisme, d'une certaine manière. Si vous vous battez pour protéger un bien commun, c'est donc que vous supposez qu'il appartient à tout le monde et que pour finir, il sera géré collectivement. C'est pourquoi le mot collectiviste est le plus adapté. J'en demande pardon à ceux qui choquent, mais ceux que ça peut choquer, mais quand Martine Billard et moi nous discutions de la planification écologique, à chaque fois on nous disait la planification c'est l'URSS il y a 20 ans. Bon, outre que certains d'entre nous ne trouvaient pas tout détestable dans l'URSS, je veux dire, indépendamment de la question évidemment centrale des libertés publiques, mais il y avait quand même des choses qui se faisaient, mais on mettait ça de côté, on avait dit, mais c'est justement pour ça qu'on va choisir ce mot, parce que ça provoque le débat. Collectiviste, on a essayé, moi j'ai retourné ça dans tous les sens, je suis preneur. Si l'un d'entre vous a mieux à proposer que collectiviste, on est preneur.
c'est un petit peu difficile de dire aujourd'hui une lutte communiste, parce que bon, on passe 2 heures à expliquer ce qu'est le communisme, et comme on n'a nous-mêmes aucune idée, ça rend la conversation souvent confuse. Tandis que collectiviste, tout le monde comprend, c'est tous ensemble pour quelque chose de tous ensemble. Donc ce sont des luttes collectivistes. Et elles ont évidemment le caractère central que j'ai indiqué tout à l'heure, d'être anticapitalistes, parce qu'elles sont fondamentalement au croisement de toutes les tares du système. Bon, d'abord, l'appropriation privée permanente considérée comme un droit suprême et au sommet de la hiérarchie des normes. Ensuite, la production de besoins qui n'existent pas. Ensuite, le négationnisme écologique, c'est-à-dire tout se passe comme s'il n'y avait pas de raison écologique de ne pas le faire. Oui, l'eau, ben, d'accord, mais bon, c'est pas grave. L'air, oui, ben, il y en a beaucoup, et ainsi de suite. Donc, c'est un négationnisme écologique. Non, il n'y a pas de problème écologique pour ceux qui décident de faire des grands travaux. Il peut s'écouler des milliers et des millions de mètres cubes d'eau dans le Lyon-Turin. Eh bien, ceux qui l'ont décidé et le continuent font comme si ça n'existait pas, comme si ce n'était pas un problème l'eau, bon, qui est à notre époque particulièrement essentiel. Ensuite, il percute une autre idée que je vous livre. Vous avez peut-être remarqué que les élus de gauche, ou supposait-elle, évoquent souvent le mot territoire. C'est un mot qui est beaucoup entré dans le vocabulaire de gauche, qui pose un problème théorique, mais qui n'est pas souvent présent. C'est qu'en réalité, la gauche ne représente pas les territoires. Elle représente les populations. Et le territoire n'existe pas. Je veux dire, bien sûr, il y a des montagnes, il y a des vallées, bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais le territoire est d'abord une production sociale. Une rivière vaut par le pont qui l'enjambe. Sinon, c'est juste une séparation de quoi? De 2 pâturages. Bon. Donc, dans la conception traditionnelle matérialiste, les territoires, c'est le lieu où se déroule l'action sociale. Un territoire, par exemple, est la ville. C'est une création à chaque étape du mode de production dominant. Aujourd'hui, la ville, je vous renvoie aux travaux de David Harvey qu'on a reçus ici, est une production du capitalisme lui-même. Donc, les territoires, et on lit ça très bien dans David Harvey, sont non seulement, bon, d'abord un gargarisme pour l'élu qui croit que c'est plus intelligent de parler comme ça que de parler des problèmes des gens, mais c'est surtout une manière pour eux de se vendre comme des managers de territoire, donc dont on va améliorer les performances. Donc c'est les temps de circulation interne sur les territoires, c'est ceci, c'est cela, et il y a une conception managériale du territoire qui est la reproduction pure et simple de l'application des règles du capitalisme à la gestion de ces territoires. Donc ça, voilà encore une des dimensions qui participent du capitalisme de notre époque, c'est la concurrence des territoires. Car évidemment, les territoires sont en concurrence, comme tout le reste. Pourquoi eux seuls ne seraient pas en concurrence, vu que tout le système capitaliste repose sur la concurrence monopole, avec le résultat que vous connaissez tous, l'application au territoire des règles de performance du capitalisme vous donne des déserts médicaux, des déserts alimentaires, des déserts éducatifs, des déserts de santé, etc., etc., etc. C'est-à-dire la reproduction à échelle du sol, du territoire, la caractéristique du capitalisme, c'est-à-dire l'organisation de la rareté et l'accumulation, là où se produit le lieu de l'accumulation, c'est-à-dire quand vous vous êtes déplacé pour aller jusqu'au centre commercial, jusqu'à tout ce dont vous avez besoin, tout le temps en consommant évidemment du pétrole, et tout le monde vous en remercie parce que ça porte des taxes et ça rapporte beaucoup à ceux qui le tirent de terre. Voilà ce qu'affronte la lutte contre les projets inutiles. Le dernier élément que je vais évoquer avant de conclure définitivement, c'est que la lutte produit de la conscience. Et du point de vue qui est le nôtre, c'est-à-dire de militants politiques qui ont à prendre en charge une bifurcation de l'ampleur de celle que nous avons à prendre en charge, puisque nous-mêmes nous sommes entrés dans une nouvelle phase de l'histoire humaine où nous n'avons plus le temps, nous avons des délais. Et pendant des générations, on avait du temps. Par exemple, on pouvait perdre une élection, on se dira on se retrouvera à la suivante. Et on pouvait dire il n'y a pas de république sans républicain, ça prendra le temps qu'il faut de les former. Il n'y a pas de socialisme sans conscience socialiste, on fait le travail et puis le suivant prendra la suite. Et jusqu'à des gens comme moi qui terminent en disant faites mieux. Mais je suis tout à fait lucide sur le fait qu'en fait nous n'avons pas le temps, puisque déjà sur 8 limites considérées comme nous faisant basculer dans une désorganisation de l'écosystème fondamental, la désorganisation, il y en a déjà, je crois, 7 qui sont franchis, sur 9, pardon, 7 qui sont franchis.
Donc nous avons des délais. Nous connaissons ces délais. Si nous les rattrapons, si nous ne sommes pas capables d'interrompre certains processus, le délai, il ira au bout et nous avec. Hein. La question de la substitution du temps à des délais en politique a des conséquences gigantesques parce que, comme ce que nous avons à faire est forcément révolutionnaire, il s'agit pour nous d'acquérir la conviction démocratique du grand nombre qui accepte ces règles de bifurcation. C'est pourquoi je pense que ça viendra dans la discussion de la journée. Il est absolument impossible de penser une révolution sociale à notre époque, c'est-à-dire une révolution qui abolirait l'accumulation privée, etc., sans le joindre à une idée de révolution culturelle. Or, si sur la révolution sociale, nous avons fait de nombreux essais ratés, et que nous avons quand même une base d'expérience, en matière de révolution culturelle, notre expérience est voisine de zéro, et du peu qui a été fait, il vaut mieux plus en parler, parce que ça a été une telle catastrophe de tentative de transformation de force des individus, en découvrant que leur besoin fait partie de leur personnalité, et que donc ça ne se négocie pas dans les claquements de doigts. Voilà. J'ai observé que nombre des penseurs que nous avons écoutés dans le cadre de ILB, évidemment, le plus souvent ont une conscience écologique, mais pas toujours. Mais en tout cas, pour ce qui est de la production de la révolution culturelle, par exemple, quand on a dit qu'est-ce qu'une politique de décroissance, Martine Billard régulièrement revient à la charge. Tu ne peux pas continuer à ne pas envisager, à ne pas parler de la décroissance. Bon, comme je sais la difficulté que ça soulève, mais je pense que intellectuellement, c'est elle qui a raison. Hein. Mais en quoi ça consiste? Non, mais je cite souvent Martine Billard parce que ça a été mon mentor dans ma transition personnelle idéologique. Mais en quoi ça consiste? Moi, je fais le tour. Je ne peux pas m'amener en disant ça, c'est terminé, vous en aurez plus, et l'usine machin elle ferme, et l'usine. Bon, on est obligé de penser ça différemment en reformatant les besoins. Et à partir du moment où les besoins sont différents, on va se dire on va répondre aux besoins par une offre, pour employer le vocabulaire traditionnel. Alors, la dernière fois qu'on en a interrogé un ici, tu y étais, il nous a répondu il faut sortir du marché le plus possible de production. Alors l'idée se tient, parce que il dit si on le sort du marché, donc on va le sortir de la concurrence, on va le sortir de la publicité, on va le sortir de la surconsommation et du gâchis. Donc je n'ai pas du tout l'intention de critiquer cette idée, mais j'en vois bien aussi les limites. Par exemple, sortir les objets à usage unique, c'est pas vraiment sortir du marché, parce qu'on continuera à les vendre sans doute sur un marché, à moins qu'on décide qu'on dispose d'un moyen d'allocation à chaque personne de ses besoins pile poil calculés pour lui. Parce que j'ai entendu aussi cette utopie, hein. La machine va savoir de ce que chacun a besoin. Si cette idée vous amuse et vous intéresse, je vous renvoie à un livre de science-fiction. En général, tout est dans la science-fiction. C'est un bouquin d'Ira Levin qui s'appelle Un bonheur insoutenable, où en effet, il y a une machine qui a tout calculé, combien chacun a prévu. Pas de bol, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Et c'est la singularité qui crée la liberté humaine et qui crée l'innovation. Alors la personne en question, c'est un dessinateur. Mais ce n'est pas prévu qu'il dessine, il fait autre chose dans la vie. Donc un jour, il vient, il demande un carnet pour faire dessin, et la machine lui dit, pas toi. Bon, je vais vous raconter l'histoire, vous achetez le bouquin, Ira Levin, Un bonheur insoutenable. Et ça vous raconte comment ça tourne mal, cette histoire, à partir de ces individus, et comment le système, ça c'est une idée que je mets dans votre besace, est capable d'inventer des zoos. C'est-à-dire qu'il s'arrange pour que les rebelles aillent à un endroit. Et au bout d'un moment, les rebelles s'aperçoivent que l'endroit a été prévu pour qu'ils s'enferment eux-mêmes dedans. Hein. C'est une idée c'est une idée très intéressante que vous pouvez voir autour de vous, les zoos qui sont prévus pour la plupart d'entre nous dans leur goût particulier. En tout cas, tout ça l'intéressait, ok, on retire du marché. Mais s'il n'y a pas une prise de conscience qui permet de dire, par exemple, la condamnation des objets à usage unique, il y a quelques hommes dans la salle qui se rasent, comme moi, je parle d'une expérience qu'on a en commun. Jamais j'aurais imaginé, étant gamin, voyant mon grand-père se passer la figure au coupe-chou, qu'un jour, on aurait des rasoirs avec les lames tellement fines que quick, on les met comme ça. Mais alors, encore moins qu'on aurait des rasoirs qu'on jetterait quand ils ont fait je ne sais pas combien de rasages, c'est-à-dire que vous ne le supportez plus parce que ça vous arrache la peau en même temps que les poils. Bon. Et alors, ça, c'est pour un rasoir. Alors bon, vous pouvez commencer à sourire,
Mais quand on va arriver à l'appareil photo à usage unique, maintenant vous en foutez parce que vous avez vos téléphones, mais ça continue à exister. Et je ne sais combien d'objets à usage unique. Je me suis efforcé, je vais terminer là-dessus, de penser cette idée dans le bouquin en me disant, nous, on a sorti la règle verte. Alors, il y avait le mot qui circulait, personne n'avait la moindre idée de ce que ça pouvait être, mais c'était sympa de parler de la règle verte. On opposait ça à la règle d'or des capitalistes. Hein. Bon, et puis quand même, quand vous écrivez un programme et que vous avez l'intention de gouverner, vous ne pouvez pas vous contenter de slogans. Donc, on a essayé de décrire ce qu'était la règle verte. Et c'est là qu'on retombe sur les grands projets inutiles, c'est ne pas prendre à la nature plus que ce qu'elle est capable de reconstituer. Ce bilan n'est jamais fait. Quand vous construisez un pont, creusez un trou, ou que vous bétonisez une surface, vous vous demandez jamais combien de temps ça prendra pour reproduire tous les matériaux que vous avez utilisés, ni ceux que vous avez détruits pour les ramener à leur situation antérieure. Donc ça nous donne quand même une grille d'analyse. Mais pour être honnête, elle n'est pas complète, elle n'est pas suffisante. Et on trouve une solution beaucoup plus simple et facile à éduquer, c'est-à-dire qui ne consiste pas à dire aux gens « t'as pas besoin de ça, donc moi j'ai décidé que tu ne le consommeras pas », qui est très mal supporté, surtout par les Français, ce peuple étant par nature rebelle et heureusement. Ce qui est possible, par contre, c'est de faire appel à la conscience, mais pas au sens d'une espèce d'injonction morale dans l'absolu. Tu comprends, c'est pour la planète. Alors bon, rince-toi les doigts, mais pas trop, parce que c'est pour la planète. Fais ceci ou pour cela pour la planète, qui est une espèce de substitution d'une injonction morale divine à une injonction morale qui suppose un intérêt général que tout le monde a compris. C'est complètement compliqué. Par contre, ce que tout le monde peut comprendre, c'est la contradiction des rythmes. Et ça, c'est une chose concrète. Exemple, produire un sac en plastique demande 1 seconde. Le détruire, 4 siècles. Une canette de bière, aux alentours de 3 ou 4 secondes. Pour le formatage, hein, je n'ai pas mis tout en ligne. Hein. Il faut un millénaire pour qu'elle se dissolve dans la nature. Par conséquent, on peut caler une production et donc lui donner une valeur d'échange qui va être différente, évidemment, suivant la quantité qui en est disponible. Ceux qui aiment l'économie de marché ne vont pas me dire le contraire. Hein. Donc, la canette devrait être moins nombreuse à être fabriquée, de manière à ce qu'on ait une production qui correspond à des capacités de renouvellement de la nature. Donc, ça inclura des recyclages et ainsi de suite. J'arrête là de l'exemple parce qu'après, il devient très technique, mais réfléchissez-y. La question des rythmes étant centrale du mode de production dans lequel il a lieu. Voyons comment on traite la question des rythmes en tant qu'objet social et en tant que décision politique, et sans doute nous rapprocherons-nous d'une bifurcation écologique plus efficace. Il est clair que dans le domaine des grands projets inutiles, j'ai parlé tout à l'heure de négationnisme écologique, tout ça n'est pas pris en compte. Rien de tout ça n'existe. Combien de temps il faudra pour renouveler l'eau qui aura été perdue dans la montagne pour le Lyon-Turin, personne ne s'en est jamais soucié, ni même à poser la question, alors que ce sont des choses qui sont évaluables. De la même manière, les hectares qui sont gelés par l'A69, combien de temps il faudrait pour retrouver la même quantité de surface ailleurs? Je ne sais pas, quelqu'un aurait pu dire ça. Aurait pu dire, bon, bah, puisqu'on carbonise je ne sais combien d'espaces agricoles, bah, très bien, on va créer une agriculture urbaine et on va créer autant d'hectares en ville. Mais à supposer que l'idée de compensation soit une bonne idée en matière écologique. Mais ceux qui ont fait tout ça auraient pu se poser la question comme ça. C'est pourquoi j'ai eu l'audace de parler de négationnisme écologique. C'est qu'ils se comportent comme si la question n'était même pas posée. Et en cela, ils contribuent, eux, à la formation d'une conscience collective irresponsable. Ils contribuent, eux, à la formation, à la formulation de besoins qui n'existaient pas avant qu'on les ait présentés, etc., etc. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. J'ai passé tous mes caractéristiques en revue. C'était, bon, j'ai pensé que ça pouvait être utile de faire une introduction qui formule pas aussi complètement, mais c'est l'objet de la journée, les caractéristiques de ce qu'est le grand projet inutile, les conditions dans lesquelles il émerge dans la société, etc. Et d'apercevoir les aspects, pas seulement sociologiques, mais plutôt anthropologiques des luttes que nous menons, et évidemment des caractéristiques révolutionnaires. Je n'ai pratiquement jamais rencontré de lutte de ce type. Et les premières fois que j'ai entendu parler
d'une lutte de cette nature, je n'ai vraiment compris que quand il y avait une sorte d'extrémisme contenu par le projet, comme la poubelle nucléaire de Bure. Ça, tout le monde comprend que c'est un danger absolu, radical. Et vous savez que là aussi se pose un problème de rythme, et qu'on raconte, c'est un rythme qui ne veut rien dire. Dire les déchets dureront 4 milliards. Ouais, je pourrais dire 10 ou 5 000, mais tant que je suis au-delà d'une vie humaine ou de 2 générations, je raconte ce que je veux. Hein. On peut aussi parfaitement dire que ces déchets sont tout simplement indestructibles, sauf si on a trouvé les moyens de les refroidir, c'est-à-dire d'arrêter les radiations qu'ils contiennent. Je le comprenais, et je pense que des hommes de ma génération, et moi je suis un peu un survivant maintenant, bon, mais la génération suivante est complètement le pied dans la compréhension de ce qu'est un projet inutile. Nous avons vécu pendant plusieurs générations, nous aussi, dans le négationnisme écologique, pensant que tout finirait par s'arranger, que de l'air, il y en avait assez, que de l'eau, il y en avait assez pour diluer toutes les pollutions. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sont les luttes centrales, la lutte contre les grands projets inutiles, qui sont les plus productives d'une conscience, je mets des guillemets, révolutionnaire. Alors qu'il y a peut-être 40 ou 50 ans, on considérait que la lutte sociale était celle qui produisait la conscience de la nécessité d'un autre futur est possible. Je pense que autre futur est possible commence par la façon même avec laquelle est menée la lutte. Pourquoi? Parce qu'on a des militants multisites, si j'ose dire. J'ai des camarades qui participent aussi bien à la lutte contre le Lyon-Turin qu'à la lutte contre la 69. Et ensuite, parce que elle produit dans leur esprit et dans l'esprit de ceux qui entrent dans la lutte directement l'idée de mais quel genre de société on pourrait faire qui empêche ce saccage. Et à partir de là, vous pensez plus concrètement à une autre société que nous l'avons jamais fait du temps où on pensait au socialisme dans la version qu'on en avait à l'époque, c'est-à-dire développement des forces productives et mise à disposition de tout le monde des biens dont pouvaient profiter seuls les riches jusque-là, ce qui est une aberration, car profiter des biens des riches, c'est à coup sûr tout détruire. Voilà, ben moi j'ai fini. Alors je ne sais pas qui prend la suite après moi. Merci.